Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce live en ligne. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos. Je vais animer ou modérer cette heure à venir, mais vous êtes tous là pour une grande annonce. Et je donne donc la parole tout de suite à Virginie Resson-Victor et Jérôme Cohen. Vous avez fondé tous les deux la Convention 21 et vous avez donc une grande annonce à faire. Laquelle? Allez Virginie, je te cède la parole. À Oh, toi. comme c'est Bonjour gentil. Jean-Marc et merci d'être là. Et bonjour à tous, vraiment ravi de vous accueillir. On est très heureux aujourd'hui parce que la Convention 21 devient le grand défi des entreprises pour la planète. Voilà, c'est ça qu'on voulait vous annoncer. On va vous expliquer de quoi il s'agit aujourd'hui, bien sûr. Et donc désormais, la Convention 21 s'appellera le grand défi des entreprises pour la planète. Et l'objectif, bien sûr, c'est qu'on le relève tous ensemble. Voilà, merci Virginie. Alors, donc vous venez de l'apprendre, hein, la Convention 21 devient le grand défi et nous allons passer l'heure à venir à découvrir les facettes de l'ambition nouvelle de cette appellation renouvelée, organisation, calendrier, lieu, partenariat et parrainage. Et puis évidemment, nous, Jérôme, Virginie, répondrons aussi à vos questions. Alors en tant qu'éditorialiste d'Écho, je suis particulièrement heureux d'animer ce moment pour 5 raisons. D'abord, je suis convaincu depuis longtemps que la préservation des équilibres climatiques et de la biodiversité constitue effectivement le défi du siècle. Ensuite, nous avons besoin d'en débattre. La Convention citoyenne pour le climat a été à cet égard un moment essentiel, mais à l'évidence insuffisant. Troisième raison, les entreprises doivent faire partie de ce débat. Elles sont souvent la cause du problème, mais elles seules ont les moyens humains, technologiques, financiers pour en trouver rapidement toutes les solutions. On l'a bien vu dans cette incroyable crise sanitaire que nous vivons depuis plus d'un an avec le développement des vaccins. Quatrième raison, non seulement les entreprises ont des moyens, mais elles ont aussi la légitimité pour agir. La firme de relations publiques Edelman a publié le mois dernier un sondage qui m'a frappé. Elle a lancé dans 15 pays la phrase suivante: notre pays ne sera pas capable de relever les défis qui nous attendent sans l'implication des entreprises. Eh bien, la France est, je dirais presque naturellement, le pays où la proportion de sondés à être d'accord avec cette proposition est la plus faible, mais elle atteint tout de même 51%. Enfin, dernière raison, la Convention 21 et maintenant donc le grand défi sont des initiatives bottom-up. Elles ne sont pas décrétées d'en haut, mais voulues d'en bas. Et c'est à mes yeux de plus en plus une condition d'efficacité. Virginie, vous avez cofondé donc la Convention. Vous êtes aussi prospectiviste, directrice du LEPAC, un laboratoire privé de géopolitique. Vous présidez le GIEC Pays de la Loire. Pourquoi la Convention est maintenant le grand défi? Quelle est la démarche que vous suivez? Mais en fait, Jean-Marc, je vais un peu répéter ou rebondir sur ce que vous venez de dire. On part de 4 constats. On est parti de 4 constats quand on a voulu lancer cette initiative avec Jérôme. Premier constat, c'est évidemment que si on n'agit pas très vite, eh bien, on va compromettre ensemble le futur des jeunes générations et de nos enfants, le futur de l'économie. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'attendre le futur, puisqu'on voit déjà aujourd'hui l'impact des dégradations de la biodiversité et des dérèglements climatiques dans un certain nombre de phénomènes qui sont en place, qui se mettent en place. Deuxième constat, c'est qu'il existe de très nombreuses initiatives, et ça c'est extrêmement positif, de nombreuses initiatives pour décarboner l'économie, pour lutter contre la dégradation du vivant. Et pourtant, curieusement, malgré toute cette dynamique, eh bien, la France ne tient pas ses engagements. Elle ne tient pas ses engagements en termes de climat, ni même en termes de biodiversité. Et j'insiste sur les deux, puisque nous avons le parti pris de dire qu'on ne peut plus séparer climat et biodiversité, que l'un ne va pas sans l'autre. Troisième constat, qui va avec le précédent, c'est qu'il existe des solutions. Il existe beaucoup de solutions pour faire face à cette situation tout à fait inédite. Mais en même temps, en dépit du nombre de solutions qui existent, on les connaît, eh bien, on voit aussi qu'elles peinent à se déployer et à avoir un impact. Et puis enfin, quatrième constat, et là vous l'avez dit, je vais répéter, il n'y aura pas de transition sans les entreprises, puisqu'elles sont vraiment le cœur de l'économie. Et donc finalement, on s'est dit avec Jérôme que c'est peut-être les entreprises qui allaient arriver à nous faire basculer finalement dans ce désiré monde d'après. À partir de là, à partir de ces 4 constats, il fallait inventer un processus qui place l'entreprise au cœur donc, de cette transformation et en même temps qui permette de fédérer
tous les acteurs autour d'un même objectif. Et cet objectif, c'est donc de mettre en œuvre un modèle économique qui soit durable pour tous. Et pour tous, évidemment, pour tous est essentiel dans l'équation. Donc durable pour la planète, durable pour l'entreprise et durable aussi pour les citoyens. Et donc ce dispositif, c'est celui du grand défi, qui est donc un processus à la fois participatif, inclusif et qui repose sur le tirage au sort de 150 entreprises, car ce sont les représentants de ces 150 entreprises qui vont devoir élaborer des propositions pour décarboner l'économie et préserver la biosphère. Alors voilà, le cadre est fixé. Maintenant, on va entendre une série de témoignages de femmes et d'hommes qui sont dans cette aventure pour qu'ils nous expliquent ce qui les a amenés à se lancer dans cette histoire. Je vais commencer avec François Gémen. François, vous êtes spécialiste des questions de climat et de migration. Vous dirigez le Hugo Observatory à l'Université de Liège. Vous êtes directeur du domaine du développement durable aux presses de Sciences Po. Et donc, vous soutenez le grand défi depuis son lancement. Question simple, pourquoi? Bonjour, merci à tous de m'accueillir aujourd'hui. Mes excuses de vous parler depuis un train. Ça passe. Je pense que la Convention citoyenne pour le climat a été une expérience assez extraordinaire, en tout cas au moins dans son processus, sinon dans ses résultats. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu 150 citoyens tirés au sort, qui avaient forcément des opinions diverses sur le climat. 3 d'entre eux étaient même climato-sceptiques, et qui, au bout de 9 mois de discussion, de délibération, d'information, se sont transformés en 150 Greta Thunberg. Et donc, on a vu, et moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce processus de convention citoyenne, c'est pas tant le résultat qui est effectivement décevant, mais c'est le processus, c'est-à-dire la manière dont le fait de délibérer ensemble avec des experts sur des sujets d'intérêt commun peut contribuer à former une sorte d'opinion collective et peut contribuer à faire basculer les choses. Or, sur la question du climat, on a volontiers tendance à considérer que les entreprises sont des sortes d'ennemis ou d'adversaires et qu'en quelque sorte, il faut travailler contre les entreprises si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, la réalité, c'est que nous sommes tous consommateurs de biens et de services fournis par les entreprises et que beaucoup d'entre nous travaillent dans des entreprises et que je crois qu'on n'y arrivera pas si on n'implique pas les entreprises dans cette entreprise, littéralement. Et donc, je pense que le meilleur moyen de le faire, c'est de transposer effectivement ce processus délibératif formidable qu'on a vu dans la Convention citoyenne pour le climat au monde des entreprises. Il n'y a aucune raison que la richesse de ce processus délibératif reste réservée à 150 chanceux tirés au sort. Je pense que l'enjeu, c'est de l'étendre au maximum dans la société et donc d'impliquer les entreprises comme partenaires plutôt que comme adversaires. Voilà pourquoi je soutiens cette initiative. Merci de votre témoignage dans le train, François. Alors, Jérôme Cohen, donc, autre cofondateur du mouvement, avec Virginie, aussi président fondateur d'Engage, qui entend accélérer l'engagement citoyen. Alors, quelle est la mission du grand défi et quelle sera la production ou l'output en bon franglais? Merci Jean-Marc. Ce que l'on veut, et je vais partager l'écran pour que ce soit peut-être plus clair, ces réponses, c'est que les résultats, si vous voulez, du grand défi soient extrêmement concrets. On ne veut pas rester dans l'incantation, mais on veut trouver des propositions d'actions prioritaires à mettre en place, à développer par les entreprises. Et ces propositions d'actions prioritaires, elles sont au nombre de 100. On les veut ambitieuses parce qu'aujourd'hui, on veut qu'elles soient à la hauteur finalement de l'urgence de la problématique environnementale. Réalistes aussi, simplement parce qu'on puisse vraiment les mettre en place. Il ne sert à rien d'avoir des propositions qu'on puisse mettre en place dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mais qui ne soient pas concrètement applicables par les entreprises. Et enfin, vérifiables. Parce que ce que l'on veut faire, évidemment, c'est sortir de l'incantation, de la promesse d'engagement, mais rentrer dans un engagement véritable. Donc, il faut que ces propositions puissent vérifier leur mise en place. Alors, il y aura 3 types de mesures, finalement, si on doit les classer. Il y aura des mesures internes à l'entreprise qui toucheront, pour résumer, le business model d'une entreprise, des mesures concrètes, qu'elles soient stratégiques ou opérationnelles, qui touchent les questions de finance, de marketing, de production, de distribution. Il y en aura d'autres qui sont forme de référentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut avoir comme indicateur de progrès, comme mesure d'impact qui touche finalement toute la sphère économique et tout l'impact externe
des entreprises, pouvoir avoir un référent commun et pouvoir le mesurer. Et enfin, ce qui est externe à l'entreprise, on sait bien que beaucoup des mesures ne pourront pas être mises en place sans un dialogue avec le pouvoir politique et avec le législatif. Et donc, on ira aussi travailler sur des propositions d'orientation de politique publique. Et puis enfin, dernière caractéristique de ces propositions, eh bien, on va travailler, et ça c'est fondamental pour rejoindre l'ambition d'impact véritable, sur l'appropriation et la mise en œuvre des mesures par ces entreprises, par toutes les entreprises en interne. On verra tout à l'heure que c'est grâce à nos partenaires stratégiques notamment, et aussi qu'on pourra, et puis on en parlera aussi dans la présentation rapide du programme, qu'on travaillera sur la façon de les diffuser, de les faire être appropriés par les entreprises, puis mise en place concrètement. Ensuite, l'adaptation des programmes d'enseignement. On sait que dans les 10, 20, 30 prochaines années, même s'il faut agir tout de suite, il est important aussi que ce que l'on forme aujourd'hui, que la recherche, s'approprie encore plus, je dirais, même si on sent que les programmes commencent à évoluer dans les grandes écoles, dans les universités ou dans les centres d'apprentissage. Et puis enfin, on a vu évidemment ce qu'on veut, c'est avoir un impact sur la dimension, sur le caractère législatif, sur la sphère politique. Eh bien, on travaillera aussi sur des ajustements réglementaires et législatifs. Voilà, c'est tout ça finalement que l'on veut mettre en place, que l'on veut faire émerger. C'est les 150 tirés au sort, aidés par les partenaires qui travailleront, mais c'est ça qu'on veut faire émerger pour que le grand défi fédère déjà toutes les propositions, les solutions qui sont mises en place et qu'on arrive à prioriser finalement 100 propositions d'action prioritaires à développer dans les prochaines années. Voilà ce que je pouvais dire sur sur l'ambition et les mesures du grand défi. Ouais, grande ambition, donc processus très, très complet, allant jusqu'au bout, jusqu'à l'impact. Nous allons maintenant écouter un deuxième témoignage avec Christelle Dadenko. Christelle, vous coordonnez le pôle communication en tant qu'engagée. Vous êtes directrice aussi de l'agence de médias et communication EGS, en anglais. Alors, il me semble, pardon, Jean-Marc, que je ne sais pas pourquoi, mais Christelle n'a pas encore pu arriver. Je crois qu'elle est en chemin. Elle a dû avoir un problème. Donc, si on pouvait peut-être on entendra un autre invité ou passer directement à la séquence suivante. Si, elle est là. Elle vient d'arriver. Voilà, pardon, on ne l'avait pas vu. Christelle, vous êtes là? Christelle Dazenko, vous êtes là? On vous entend? Elle est là. Je pense qu'en fait, elle a été connectée via le lien des participants. Donc, je vais lui renvoyer un autre lien. On peut peut-être échanger avec un autre témoignage et elle sera là. Peut-être demander à Lionel alors. Est-ce que Lionel… Ah non, voilà, Christelle, elle est là. Voilà, pardon, super. Est-ce qu'on vous entend? Merci, Sandra. Christelle, vous enlevez votre mute pour prendre la phrase de l'an dernier. Et ma vidéo également. Et voilà. À tous. Bonjour, on vous voit, on vous entend, c'est parfait. Donc, vous coordonnez le pôle communication en tant qu'engagé de la convention, du grand défi maintenant. Vous êtes aussi directrice donc, de l'agence de médias et communication EGS. Et question simple, pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans cette initiative? Donc, bonjour à tous. Moi, je me suis engagée au départ à titre personnel parce que je suis convaincue de l'urgence climatique depuis longtemps et du rôle aussi essentiel que les entreprises ont à jouer. Je souhaitais m'engager dans un projet collaboratif. C'était important pour moi que ce soit un projet collectif et la démarche du grand défi m'est apparu très vite et sa démarche et ses objectifs me sont apparus très vite, très pertinents. Ce qui était aussi très important pour moi, et c'est la deuxième raison pour laquelle je me suis engagée, c'était que ça fasse écho avec ma vie professionnelle, mon quotidien professionnel. Vous l'avez dit, je travaille dans un groupe de communication et depuis plusieurs mois, on est de plus en plus sollicité, que ce soit par nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires et même nos actionnaires d'ailleurs, de plus en plus sollicités sur nos engagements sociétaux et environnementaux. Et aujourd'hui, il est clair que pour moi, le grand défi, c'est vraiment mettre en cohérence à la fois mes convictions personnelles et les impératifs que je peux vivre au quotidien dans ma vie professionnelle du rôle des entreprises et
l'importance que les entreprises se transforment si elles veulent préserver leurs relations et notamment leurs relations commerciales à long terme avec leurs différentes parties prenantes. Voilà. Défis collectifs, mais donc aussi défis personnels qui sont Exactement. intimement liés. C'est tout à fait important. On va retrouver ça, je pense, peut-être aussi chez d'autres. Alors, Virginie, nous sommes le 1er juin. Il y a une échéance politique importante dans ce pays dans un peu moins d'un an, je n'en dirai pas plus. Et quel va être le déroulement du grand défi et quels vont être les moments clés, y compris en articulation avec le calendrier politique qui est évidemment important. Alors, on est sur un processus en 3 phases. Jérôme, est-ce que tu veux bien? Parce que c'est voilà. Ouais, je suis là. Je ne vois pas la slide encore, mais… Je vais partager normalement. Alors, attends, je reprends pour voir si ça ne partage pas. Hop. Donc, on est sur déjà, le point de départ, c'est un processus participatif en 3 phases que je vais vous décrire rapidement. La première phase, c'est la phase dite de la grande consultation. De quoi s'agit-il? Il s'agit de rassembler tous les partenaires du grand défi, qu'il s'agisse de partenaires issus du monde de l'entreprise, et là je pense évidemment au réseau d'entreprises, des grandes et des petites, je pense aux syndicats, je pense aux associations de type professionnel, je pense à l'économie sociale et solidaire, je pense à tout type de parties prenantes finalement de l'entreprise. On a une deuxième catégorie de partenaires qui sont les territoires et les collectivités, on y reviendra, et enfin la société civile organisée, que ce soit des associations de consommateurs, associations d'étudiants, des associations dédiées au climat ou à la biodiversité. Voilà, tout ça, tout cet univers-là est l'univers des partenaires qui vont à l'automne prochain, qui vont donc être consultés, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir formuler à travers une plateforme collaborative dédiée, une plateforme d'intelligence collective dédiée au grand défi. Ils vont pouvoir y déposer, y partager leurs préoccupations, leurs questions et aussi leurs propositions. Et tout cet ensemble de préoccupations, de questions et de propositions va bien sûr être traité, analysé et ensuite être remis pour délibération dans la deuxième phase, délibération par les 150. Donc on peut pas, et à ce moment-là, on passera donc à la deuxième phase qui est la grande délibération. Et donc c'est important, cette phase de consultation, puisque finalement, c'est là qu'on va faire émerger à la fois les préoccupations et les propositions, et ça permettra d'orienter le programme de délibération, mais aussi de mandater ces 150 entreprises qui seront tirées au sort sur la base de 4 critères pour représenter au plus près la diversité du tissu économique français, la taille de l'entreprise, puisque vous le savez, le tissu économique français est fait de beaucoup de petites et moyennes entreprises, essentiellement même de petites et moyennes entreprises. Donc, critères de taille d'entreprise, critères de secteur d'activité, critères d'implantation géographique, et il m'en manque un. Le statut. Le statut, voilà. Et critères de statut, quel type d'entreprise. Donc, à partir de là, une fois qu'on aura ces 150 tirés au sort, 6 sessions auront lieu, 6 sessions de grande délibération, et pendant lesquelles les représentants des entreprises tirées au sort vont être répartis en 3 collèges. Collège de salariés, collège de dirigeants à parité, et enfin, un peu moins nombreux, des collèges d'investisseurs. L'idée étant évidemment là aussi de favoriser le dialogue entre les parties constituantes de l'entreprise. Pour travailler pendant ces 6 sessions et délibérer sur la base des résultats de la grande consultation et des propositions qui auront été émises, ils vont auditionner des scientifiques, des experts, des représentants d'institutions et d'organisations spécialisées et des autres parties prenantes, bien sûr. Et à partir de là et de réunions intermédiaires plus thématiques, des réunions de travail à distanciel plus thématiques, eh bien, ils pourront donc formuler leurs 100 propositions d'action prioritaire. Et là, on arrivera au printemps prochain. Et c'est à ce moment-là que pourra s'amorcer la grande diffusion. Je le précise, on y reviendra sur le calendrier, mais juste après les élections présidentielles et législatives. Donc une diffusion, puisque l'idée, c'est important d'identifier ces 100 mesures, mais c'est tout aussi, voire plus important, de pouvoir les mettre en œuvre. Donc on insiste sur l'opérationnalité de ces mesures, qu'il faudra accompagner, notamment par ce processus de diffusion, qui sera porté essentiellement par les partenaires. Donc vous voyez que nos partenaires ils sont actifs tout au long du processus,
On les portera donc auprès du nouvel gouvernement et de la nouvelle Assemblée. On les portera auprès des institutions académiques, mais pas seulement, hein, aussi auprès d'autres types d'institutions, auprès d'autres types d'assemblées, de territoires. Et puis enfin, ces propositions seront partagées sur un centre de ressources collaboratif qui sera dédié à la transition des entreprises et qui veut là aussi, un petit peu comme le grand défi, finalement fédérer, rassembler, faire converger tous les éléments nécessaires pour orienter, aider les entreprises dans cette transformation nécessaire. Voilà donc pour ces trois grandes phases du grand défi. J'ai essayé de trouver trois mots différents. Donc, premièrement, formation d'un corpus de propositions. Deuxièmement, discussion pour aboutir à des choix. Et troisièmement, transmission. Nous allons maintenant avoir un troisième témoignage, celui de Bettina Laville. Bettina, vous présidez le comité 21, réseau d'acteurs du développement durable, qui est une structure qui existe depuis plus de 25 ans. Autant dire que vous travaillez depuis longtemps sur ces questions. Vous avez choisi d'être partenaire stratégique du Grand Défi dans sa grande consultation. Qu'est-ce qui vous a amené à le faire? Alors Bettina, c'est comme pour elle était là il y a encore 5 minutes, elle a peut-être eu un je pensais que... Ouais. Il y a un hacking en direct. Peut-être qu'on peut. Voilà, peut-être qu'on va inverser alors cette fois avec Lionel. Et puis, Oui, bonjour. Alors, en fait, oui, attendez, je vais même dire qui vous êtes, Lionel. Vous êtes président, donc de dirigeant responsable de l'Ouest. Vous appartenez par ailleurs au comité de direction générale d'harmonie mutuelle. Alors, vous êtes partenaire du Grand Défi. Il existe beaucoup d'autres initiatives. Pourquoi celle-ci? Merci. Effectivement, il existe beaucoup d'initiatives. Alors, ça peut être un problème, il ne faut pas s'y perdre. Effectivement, bon, le problème surtout, c'est que les choses n'avancent pas assez vite. Je pense du côté des enjeux climatiques et de biodiversité. Pour autant, qu'est-ce qui nous a fait soutenir cette initiative? Tout d'abord, le travail qu'on mène avec des héros chez Harmonie Mutuelle nous amène à nous dire que même si on a des intentions réelles et tout à fait sincères, il n'est pas facile d'arriver à trouver les bonnes solutions et à passer véritablement à l'action au sens de l'ampleur qu'elle doit avoir. Et en fait, je pense que le grand défi répond à l'enjeu de construire ou d'établir trois leviers qui me semblent indispensables, trois conditions qui me semblent indispensables pour avancer. La première condition, c'est de connaître. Connaître à la fois bien les problématiques que pose la question climatique et de la biodiversité, mais connaître aussi les solutions. Et là, avec la grande consultation, avec les experts qui vont travailler lors de 6 sessions, ça va permettre aux 150, mais plus largement grâce à la base de ressources qui sera établie, à tout le monde de vraiment s'acculturer et de progresser sur la connaissance. La deuxième condition pour y arriver, c'est de penser systémique. Moi, je ne pense pas, malheureusement, que l'enjeu, ce soit de remplacer une énergie carbonée par une autre. Ça ne sera pas que ça. Il y aura ça, évidemment. Donc, ça ne peut pas être qu'une solution technique. Jérôme l'a dit tout à l'heure, ça va bouger les modèles d'affaires, les modèles économiques des entreprises. Elles ne pourront pas le faire seules. Donc, ils ont besoin de discuter avec les clients, les consommateurs, les fournisseurs, voilà, les collaborateurs, mais plus largement l'ensemble de la société, les pouvoirs publics. Et ça, avec la grande consultation, il y a peu d'initiatives qui vont aussi loin. Et la dernière condition, parce que l'être humain, et c'est pareil pour les entreprises, est collaboratif, mais collaboratif conditionnel. C'est donner la preuve, apporter la preuve que les entreprises sont en train de mobiliser. Ce n'est pas une ou deux entreprises dans leur coin, mais c'est vraiment l'ensemble, enfin, en tout cas, de plus maintenant de grandissant et qui va devenir, j'espère, assez rapidement majoritaire d'entreprises qui œuvrent pour une économie qui est au service du pays et de la population qui l'habite. Voilà, c'est ça qui me semble tout à fait important. Il faut vraiment que ce sujet de la transition, de la transformation écologique, ça soit un sujet de rassemblement et de division. Jérôme, qui peut être partenaire du Grand Défi et pour faire quoi? Même si Lionel a donné quelques éléments. Évidemment, comme on vient de le dire, je partage mon écran. L'idée, c'est d'avoir… on a bien compris que c'est un projet qui est hautement collaboratif, inclusif, et comme l'a dit à l'instant Lionel, on veut que tout le tissu économique et plus largement encore s'empare de ce sujet. Donc finalement, il y a diverses façons d'être partenaire, et puis les partenaires sont au cœur de l'initiative. Alors, on a des partenaires stratégiques que je montrerai juste après, c'est ceux qui vont
vraiment participer tout au long du processus, qui vont participer à la grande consultation. La consultation va même leur être réservée. Ensuite, ils participeront à la grande délibération. On verra en amont, parce qu'ils viendront présenter, pour certains, en tout cas porter les résultats de la grande consultation. Puis après, ils travailleront, notamment à leur 6e session, sur la façon de faire que les entreprises s'approprient, les entreprises de leur réseau s'approprient ces solutions prioritaires, ces propositions prioritaires qu'on aura trouvées, comment les appliquer. Et puis, ça, c'est le partenaire stratégique. Ensuite, il y a les partenaires institutionnels, c'est-à-dire ceux qui ont pour vocation, finalement, de porter cette transition au niveau institutionnel et qui travailleront avec nous, qui pourront mettre à disposition leurs études, leurs documents dans le centre de ressources que l'on créera, qui pourront intervenir dans la grande délibération, et puis qui aussi seront fondamentaux finalement pour relayer les propositions qui ont émergé du grand défi. Et enfin, il y a les territoires partenaires. Évidemment, nous voulons que que le grand défi soit un défi de l'ensemble du territoire français, puisqu'aussi il y aura des entreprises de l'ensemble du territoire français. Et donc, les régions seront intimement mêlées et travailleront avec nous dans ce grand défi, et les territoires seront donc largement représentés. On a d'ailleurs une… Je te laisse le dire peut-être, Virginie. Oui. Nantaise. Alors, je te cède la parole pour ça. Voilà. Oui, alors là, c'est quand même une grande joie, puisque nous avons appris donc depuis, et puis je vois que dans le chat, quelqu'un vient de le mentionner aussi, nous avons appris que Johanna Roland, la maire de la métropole nantaise, soutient fermement le grand défi également, et que donc Nantes accueillera, est partenaire officiel du grand défi, et accueillera une des sessions du grand défi. Voilà. Et comme je me suis installée à Nantes il y a très peu de temps, je suis vraiment ravie de pouvoir l'annoncer. Alors maintenant, merci Virginie. Pour citer les partenaires, j'ai mis un P majuscule parce que c'est le premier du grand défi. On a des représentants du monde économique, bien sûr, du réseau d'entreprises. Alors, il y avait DRO, dont Lionel est le président qui vient de parler. On a le C3L, le collège des directeurs du développement durable, l'ORS Floré, l'EPE, Impact France, Bilab. En fait, tous ces réseaux d'entreprises qui aujourd'hui veulent porter avec nous, travailler avec nous, il y a tous leurs membres sur le développement du grand défi. On a beaucoup d'associations aussi qui sont déjà partenaires, qui portent ces engagements autour des questions climatiques et de biodiversité. On peut citer le Comité 21, Time for the Planet, les étudiants pour un réveil écologique, Alumni for the Planet. Il est fondamental aussi que les alumni des écoles, des universités fassent partie de ce grand défi. Et puis, nous avons les institutionnels, le French Impact notamment, la ville de Nantes, que vient de citer Virginie, et puis beaucoup d'autres sont en train de nous rejoindre. Donc, on aura bientôt au moins une 50aine de partenaires, ce qui est très important parce que c'est eux qui sont les garants du grand défi, qui sont les garants et qui sont presque, j'allais dire les parrains, mais en tout cas des 150 qui les mandatent et qui permettront probablement de donner tout l'impact en aval que l'on souhaite que le grand défi recouvre. Voilà. Bien, merci. Juste si je peux, j'en profite pour compléter. Non, on va, voilà, on a la slide. Juste pour compléter ce que tu viens de dire. Et on arrête de partager. Voilà. Pour compléter ce que tu viens de dire, parce que je lis un peu quelques questions qui arrivent au fur et à mesure, bien sûr que la liste ce sont là les premiers partenaires que vous avez vus. Il y en a beaucoup d'autres avec lesquels nous sommes en contact actuellement, et donc ce n'est pas finalisé, mais il y a beaucoup de partenariats qui sont en cours de validation. Il y en a d'autres organisations qu'on va contacter, comme on vous l'a dit. On est une équipe qui travaillons aussi vite qu'on peut, mais l'ambition, le défi est tellement grand qu'évidemment, il faut prendre le temps de rencontrer chaque partenaire, de bien se mettre d'accord sur nos ambitions, sur le travail qu'on peut faire ensemble. Je vois par exemple plusieurs personnes qui ont parlé du shift. C'est évident
le travail est très convergent avec le shift, donc il faut on va se voir, pareil avec des syndicats, etc. Donc cette liste, on insiste bien, n'est pas du tout exhaustive, ni même complètement représentative de ce que sera l'ensemble des partenaires du Grand Défi à l'issue de notre travail de préparation. Absolument. Alors Bettina, vous êtes revenue parmi nous sous un pseudonyme apparemment de Masure Laura, mais c'est bien vous. On a vu parmi les logos des associations celui de Comité 21, donc c'est une association que vous avez fondée il y a plus de 25 ans pour faire un réseau d'acteurs de développement durable. Donc vous travaillez sur ces questions depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous a amené à faire que votre logo soit là, d'être partenaire stratégique du Grand Défi pour la grande consultation? Alors, bonjour à tous. D'abord, c'est bien moi, je vous le confirme. Écoutez, d'abord, je me suis engagée comme Christelle à titre personnel, à la fois à cause de la qualité des initiateurs de cette affaire et d'autre part à cause de mes convictions qui, comme vous l'avez gentiment souligné, sont anciennes. Et d'autre part, en fait, le comité, et puis ensuite le comité 21 a rejoint l'initiative. D'abord, le comité 21, c'est un réseau d'entreprises, je tiens à le dire, parce que mais ce n'est pas un réseau d'entreprises que des entreprises. Ça, nous y tenons beaucoup. Nous avons 5 collèges et notre ADN, c'est justement de faire un réseau des entreprises avec les autres composantes de la société. Ça a toujours été notre esprit et je pense, j'espère en tout cas que ça va être très utile pour le grand défi. Alors, pourquoi on a rejoint? Tout simplement parce que c'est un défi, ça reste le grand défi du siècle, même on pensait ça avant que ça s'appelle le défi, donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que comme François Gémen l'a dit, la Convention citoyenne pour le climat, pour moi, n'est pas un modèle, mais une grande première, ça c'est très très clair, à parfaire. Et je trouve très intéressant de faire confronter le monde des entreprises, qui aujourd'hui est en plein bouleversement, pas simplement à cause des directives, de la directive qui est en train d'être négociée à Bruxelles, etc., mais à cause de la jeunesse souvent des salariés, qui d'ailleurs souvent aussi sont des femmes et à l'intérieur des entreprises bousculent les directions. Ça me frappe beaucoup, même dans des entreprises qui sont considérées parfois comme un peu réticentes à la RSE ou au développement durable. Deuxièmement, au fait que ce sont des actrices qui peuvent parfois aller plus vite, et je sais de quoi je parle, que les États. Et à partir du moment où on dit qu'il faut accélérer les choses, il est absolument évident que les entreprises ont un rôle à jouer extrêmement important. Et très curieusement, elles peuvent aller plus vite et en même temps, elles peuvent se projeter plus loin que le politique, parfois, qui a des horizons électoraux, etc. Et troisièmement, parce que les process de production sont évidemment ceux qui économisent plus le CO2, en particulier aujourd'hui dans notre pays, dans les transports et tout. Donc, c'est très important. Ce que je trouve aussi très passionnant dans cette affaire, c'est qu'on a assez de temps, contrairement à la Convention citoyenne pour le climat, avec ce que on vient de nous présenter comme programme, on a assez de temps pour, au départ, penser le système et le penser d'une façon qu'il soit finalement plus transparente que la Convention citoyenne pour le climat, avec une discussion avec l'ensemble des parties prenantes et pour donner plus de transparence sur les experts, etc. Et c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on est ravis d'y être et tout à fait ouvert comment dirais-je, toute participation et à tout engagement. Merci Bettina, j'en profite pour vraiment insister sur le fait que tu travailles régulièrement j'ai la chance de travailler régulièrement avec le comité 21 dans le cadre de mes fonctions au GIEC Pays de Loire. J'insiste sur le fait que le comité 21 est très engagé avec les entreprises aussi. Ça n'est pas qu'une association dédiée au climat. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un acteur des entreprises important aussi avec les comités 21. Alors que dans la présentation qu'on fait des partenaires, on pourrait croire il faudrait pouvoir ranger le comité 21 à plusieurs endroits. Est-ce que je ne me trompe pas, Bettina?
Oui, c'est ça. Bah, c'est toute la difficulté et la richesse du comité 21. C'est-à-dire que les entreprises considèrent, j'espère, que c'est leur association, les collectivités locales considèrent, j'espère, etc., les ONG, etc. Voilà, je ne vais pas vous faire les 5 collèges. Et puis, ce qui est intéressant aussi peut-être pour vous, c'est que depuis maintenant 3 ans, parce que si je suis fondatrice, je ne le préside que depuis 4 ans, en l'occurrence, on a un collège citoyen et on pourra vous confronter, en tout cas vous présenter d'abord, confronter ensuite aux citoyens, je veux dire, qui ont adhéré à l'association et qui peuvent aussi vous donner cet éclairage direct de la citoyenneté. Vous savez, il y a une citoyenneté aujourd'hui environnementale d'entreprise qui monte de manière extrêmement importante avec toutes les parties prenantes des entreprises. Et d'ailleurs, on publie prochainement une espèce de cartographie de tout ce qui est dialogue parties prenantes et je pense que ça va pouvoir aussi alimenter vos travaux. Alors Virginie, dans le projet de Grand Défi, il y a justement des partenaires de nature très différente. Vous en avez déjà présenté certains. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors oui, en fait, pour porter ce grand défi, c'est toute une communauté dont on va voir un peu la photographie. Elle arrive, elle arrive. J'essaye Une de communauté partager de les plus en points. plus importante qui n'a cessé de croître depuis le lancement de la tribune dans les Échos qui finalement a été l'acte fondateur du grand défi le 23 décembre dernier. Et donc cette communauté, elle est faite de différents sous-ensembles. Alors évidemment, les fondateurs, si je reprends historiquement, on a d'abord les fondateurs, les 2 fondateurs du Grand Défi, Jérôme et moi-même, et très vite, on a été soutenus, et on les en remercie encore, par un ensemble de très nombreux, plus de 300 co-signataires. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site legranddefi.org, www.legranddefi.org, vous pouvez toujours signer, co-signer cette tribune pour simplement apporter votre soutien à la démarche. On a ensuite rapidement constitué, dès le mois de janvier, une équipe permanente et en même temps, on a reçu le soutien pour lancer l'initiative, pour prendre les premières décisions, orientations et être conseillé par une équipe de préfiguration. Donc, vous voyez quelques membres qui étaient donc des professionnels issus de différents types de métiers et d'expériences. Et puis, rapidement aussi, on a été sollicité, comme par Christelle et par d'autres, par des professionnels qui voulaient participer à cette initiative, à titre bénévole pour la plupart. Et c'est ce qu'on appelle l'équipe des engagés, et qui aujourd'hui constitue un petit peu la cheville ouvrière, parce que c'est eux qui font aujourd'hui l'essentiel du travail. Nous, on coordonne, on oriente, on accompagne, etc. Mais finalement, ce sont les engagés avec lesquels on travaille tous les jours. Au départ, ils devaient travailler quelques heures par semaine. Et en réalité, je vous promets qu'il y en a beaucoup qui ont travaillé toute la nuit dernière, par exemple. On travaille énormément et tout ça se fait en ligne. Et rien que ça, c'est une expérience absolument extraordinaire, je dois dire. Et j'en profite pour les remercier, tous ces engagés qui travaillent à nos côtés et qui sont répartis donc en pôles de compétences. Ensuite, bien sûr, il y a le comité éthique et scientifique dont on va reparler, mais dont la composition n'est pas achevée, n'est pas terminée. Donc, bien sûr, on aura, alors ça, c'est pas tout de suite, mais à l'automne, on connaîtra les 150 entreprises tirées au sort. On a les partenaires, le cœur finalement de ce dispositif, puisque c'est eux, par leurs recommandations, leurs propositions, leurs questionnements, qui vont donc orienter finalement tout ce travail. Et puis enfin, on a les marraines. Les marraines, on y reviendra un peu plus tard, ce sont les entreprises qui peuvent nous aider à mettre en œuvre, puisque tout ça, évidemment, exige des moyens, que ce soit pour financer le tirage au sort, les plateformes de consultation, mais je laisserai Jérôme en reparler. Donc voilà, vous voyez, c'est une grande communauté pour un grand défi. Et je dois dire que je parle en mon nom, mais je pense au nom de Jérôme aussi, que quand on doute ou quand on est épuisé parce que ça demande beaucoup de travail, eh bien, ce qui nous donne énormément de baume au cœur, c'est d'avoir toute cette communauté autour de nous et qui nous aide à porter ce projet. Je confirme. Est-ce que le partage d'écran a bien été arrêté? Oui. Alors Jean-Marc a disparu.
Jean-Marc a disparu. Eh bien, Alors, peut-être qu'on peut continuer parce que dans cette communauté, il y a notamment les étudiants. parce qu'il y a les étudiants que représente Julie. Bonjour Julie. Alors, la question que on aimerait te poser, c'est tu es à la fois vice-présidente du RESES, présidente de Together for Earth, étudiante à Sciences Po Toulouse et à l'école de management de Toulouse également. Alors, pourquoi tu t'es engagée en tant qu'étudiante et pourquoi tu as engagé aussi ces réseaux d'étudiants? Bonjour à tous et à toutes, ravie d'être avec vous Julie. ce matin. En fait, finalement, je suis persuadée, et je pense que beaucoup d'étudiants et d'étudiantes sont persuadés qu'on a une vraie force, qu'on a un vrai pouvoir et qu'on est une force essentielle aussi pour construire le monde de demain, d'autant plus quand on parle du monde de l'entreprise. Nous, aujourd'hui, on se mobilise beaucoup pendant nos études et vous l'avez certainement vu depuis 2019 avec les mouvements des jeunes pour le climat, un nombre considérable d'associations qui se sont lancées sur les campus, énormément de jeunes qui finalement s'engagent dans des associations, dans des collectifs. Il y a une vraie prise de conscience de cette génération, une vraie volonté d'être partie prenante en fait, des décisions de notre avenir. Et cela est aussi très lié à notre avenir professionnel et aux entreprises. Donc, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants ont aussi la volonté de faire remonter leurs convictions, de faire remonter leurs propositions et leur image de l'entreprise de demain et du monde économique de demain, qui est, je pense, assez différent de ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a aussi il y a des peurs, il y a des craintes, mais il y a aussi beaucoup d'optimisme, beaucoup de choses positives qu'on aimerait faire remonter. Et ça paraît évident pour nous de pouvoir participer à cette consultation, d'autant plus que ce processus est participatif et délibératif et innovant. Et je pense qu'on veut aussi incarner une posture de changement qui passe par la coopération. Je pense que beaucoup de personnes l'ont dit là aujourd'hui. Et la dernière chose, c'est aussi qu'on a envie on veut plus une simple prise de conscience des entreprises, on veut de l'action à court terme, à long terme, à moyen terme, avec des objectifs tout de suite, maintenant, au vu de l'urgence. Voilà, nous, il est question de notre avenir, c'est ce qu'on dit très souvent, mais l'action, elle se fait maintenant et on n'a pas le temps d'attendre que nous, jeunes engagés, on soit aussi du coup aux manettes. Donc, on a besoin des entreprises aujourd'hui, maintenant, et ça, c'est primordial pour nous. On insiste, moi, j'en profite pour insister sur l'importance qu'on accorde à la présence des jeunes et des étudiants, parce que tous les jeunes ne sont pas étudiants, mais des jeunes et des étudiants dans le processus. Et d'ailleurs, ils ont des places réservées, si je puis dire, tout au long du processus, puisque c'est effectivement eux qui sont à la fois les plus concernés en termes dans l'impact que pourrait avoir cette action, mais aussi dans la mise en œuvre de ce futur et de ce futur décarboné. Et c'est pour ça qu'il était essentiel, si on veut que la jeunesse s'approprie ces problématiques dans l'action, il était évidemment essentiel qu'ils soient là dès le début du processus et pendant tout le processus. Donc, d'où cette place un peu à part qu'on leur réserve. Évidemment. Excusez-moi, ma connexion avait sauté, je suis revenu. Jérôme, on a tourné autour, mais quels sont les grands principes qui sont au cœur du défi rapidement, parce que le temps commence à passer? Oui, absolument. Je vais essayer d'accélérer. On a 4 grands principes, effectivement, dans ce grand défi, qui portent finalement son processus et sa gouvernance. Premièrement, vous avez bien compris, légitimité et inclusion. Ça, c'est le mandat que donnent les partenaires, c'est le tirage au sort pour être le plus proche possible de la diversité des entreprises en France, et puis les 3 collèges pour favoriser ce dialogue entre les salariés, les financeurs et les dirigeants. Ensuite, co-construire l'intelligence collective, la convergence, on le fera par la plateforme collaborative, évidemment, de la grande consultation, et puis par le centre de ressources qui servira à nourrir le travail des 150, qui sera aussi abreuvé par toutes les études de nos différents partenaires, mais c'est un temps de ressources qui perdurera et qui sera mis à disposition en open source à l'issue du grand défi pour faciliter la transition des entreprises. L'indépendance et transparence, évidemment, on aura des règles de financement strictes, et ça, on en parlera juste après, et puis aussi une grande transparence dans tout le processus, puisque tout sera ouvert, depuis le budget jusqu'à notre recrutement, jusqu'à tous nos choix d'orientation et de partenaires, et puis le choix des intervenants aussi. On veut que ça se fasse en toute transparence. On est fondamentalement une entreprise citoyenne totalement apolitique, et ça, ce sera aussi garanti par le comité éthique et scientifique, d'une part, dont Virginie a parlé, et puis par la charte fondatrice qui édite finalement tous ces grands principes. Voilà, pour aller vite.
Le comité éthique et scientifique, on peut en dire un petit peu plus sur la composition, même si elle n'est pas arrêtée? Oui, alors elle n'est pas arrêtée. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on veut arriver, mais Virginie l'a montré tout à l'heure, qu'on veut arriver à une stricte représentation de la diversité. Nous avons comme premier signataire Emma Aziza, qu'on va entendre tout de suite, Julie Pasquet, qu'on vient d'entendre, Olivier Favreau, l'économiste, Jean-Gabriel Ganassia, l'ancien, qui est président du comité d'éthique du CNRS, M. Musso, l'économiste, et tout ça va s'enrichir. Et Jean de Pertuis, absolument, et va s'enrichir dans les 1 ou 2 semaines qui arrivent. D'accord. Alors nous allons entendre un dernier témoignage, et pas le moindre, celui de Emma Aziza, comme vous l'avez dit à l'instant. Emma, vous êtes hydrologue, donc centre de recherche privé qui est spécialisé dans l'adaptation face au changement climatique. Une fondation aussi, qui est Fondation Mayane. Pourquoi est-ce que vous rejoignez donc ce comité éthique et scientifique? Alors, premièrement, parce que je trouve que ce monde économique est passionnant et effectivement, c'est un acteur clé. Et surtout, qu'il va être un des premiers impactés quand on regarde justement ce qui s'est passé dernièrement, sans aller à l'autre bout du monde, juste en France. On voit ces 4 dernières années de sécheresse particulière, ces inondations majeures et puis notamment celles que l'on a vécues dans les Alpes-Maritimes, où on voit qu'on a une nouvelle forme en fait d'inondation qui est en train d'arriver. Donc, ces inondations qui impactent directement les tissus économiques. On sait que d'après différentes études, on a à peu près 40% des entreprises qui mettent la clé sous la porte après une inondation. Et donc, en fait, dans ce panel, on se rend compte qu'effectivement, l'entreprise est au cœur de tout ça parce qu'elle peut être directement impactée ou indirectement impactée. Si on prend par exemple le fait qu'on ait une pénurie actuellement mondiale des puces électroniques dans le monde, c'est principalement lié, un des facteurs aggravants, c'est des sécheresses et justement des incendies. En 2011, on avait carrément un arrêt de fabrication de l'ensemble de la chaîne de véhicules liée à une grande inondation en Asie. On voit bien qu'en fait, les événements qui se produisent sur les territoires ne sont pas, et qui atteignent nos entreprises et nos tissus économiques ne sont pas seulement ceux qui nous impactent ici directement, mais ça peut être aussi ceux qui nous impactent bien plus loin. Et puis, enfin, je crois qu'on est en train de raconter un nouveau monde au-delà de la question de l'atténuation qui a été beaucoup abordée effectivement depuis tout à l'heure. Les entreprises sont au cœur de cette question, de cette adaptation, parce qu'il va falloir s'adapter très vite, s'adapter à des états caniculaires. On se rappelle, en juin 2019, on n'avait pas été capable de tenir les épreuves de brevet parce que nos bâtiments n'étaient absolument pas adaptés à des 42 degrés à Paris. Donc, en fait, il va falloir réussir à construire des nouveaux modèles. Ça veut dire des implantations qui seront réfléchies à partir de ces conséquences territoriales, des fournisseurs, à analyser justement ses forces et faiblesses au niveau des clients. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose qui se dessine et qui est absolument nouveau. On a les géants de l'eau dans le monde, comme le Canada, qui ont vécu leur première sécheresse l'année dernière. Cette année, on a dû déplacer des peuples autochtones à 1000 km bien au-dessus de Seattle parce qu'on a des feux gigantesques et la sécheresse est en train de s'étendre jusqu'au Mexique. Donc, voilà, même en Belgique, on a connu des sécheresses majeures. Et en fait, à chaque fois, quand on parle d'un territoire, on parle bien sûr de population, mais on parle aussi d'un tissu économique qui fait vivre ce territoire. Et donc, voilà, pour tout ça, je trouve que c'est passionnant. Et puis surtout, ce tissu économique, il a un élément clé, c'est qu'il est aussi finalement cette initiative de capacité d'innovation. On l'a vu ces derniers mois. Et je pense qu'effectivement, il va falloir innover pour s'adapter très vite, pour être beaucoup plus agile, parce qu'on est dans un monde en mouvement qu'on ne maîtrise pas tout simplement parce qu'on ne peut plus s'appuyer sur les statistiques comme on l'a fait jusque-là, parce qu'on est en train de subir, et pour essayer de plus subir, en fait, il faut se mettre à gérer, donc avoir cette vision le plus prospective possible. Donc voilà pourquoi ça me passionne, et je suis très heureuse de rejoindre le comité éthique et scientifique. Innovation, prospective et vision systémique, hein, que vous avez bien insisté dessus, point qui a déjà été mentionné, mais qui est absolument essentiel dans toutes ces avancées écologiques. Alors Virginie, vous avez dit quoi? Vous avez dit qui? Vous avez dit comment? Maintenant, il reste encore des petits éléments c'est quand, même si vous avez commencé à le dire, et où, mais il n'y aura pas que Nantes, j'imagine. Alors très rapidement, parce que ça c'est vraiment on est temps de tout dire.
le bruit que vous avez entendu, ce sont mes chats qui viennent de faire une catastrophe chez moi. Donc d'abord, première phase de septembre à décembre, une phase de consultation, consultation des partenaires et tirage au sort des 150 entreprises. Donc là, on est effectivement sur le mois de septembre jusqu'au mois de novembre. Ensuite, à partir au mois de décembre, on va donc faire la synthèse de ce travail de consultation pour pouvoir, en janvier, ouvrir donc la grande délibération avec ces fameuses 6 sessions plénières, dont 3 ou 4 se dérouleront en région et donc 2 à Paris, en tout cas clôture ou ouverture. Et puis, entre-temps, donc des réunions de travail en groupe, des réunions de travail thématiques qui seront faites en distanciel. Enfin, troisième phase, pour cette phase de délibération, ces 6 sessions, on va juste voir très rapidement leur répartition. Une première session sur les questions, sur le diagnostic d'abord et les enjeux, dont Emma d'ailleurs vient de parler extrêmement précisément et c'était passionnant. Ensuite, une deuxième session où là, on va se mettre d'accord sur les objectifs, sur la vision qu'on porte. Une troisième session, une quatrième et une cinquième qui seront, beaucoup plus consacrées aux fameuses propositions, en faisant attention à la notion de trajectoire, puisque pour être impactante, il faut avoir une trajectoire efficace. Il va falloir donc choisir ces propositions, donc sur la base d'un certain nombre de critères, les formaliser et donc finalement les adopter. Et puis, dernière chose très importante, la 6e session qui va être consacrée à la mise en œuvre, aux moyens de décliner et de mettre en œuvre et de faciliter l'appropriation de ces mesures. Donc, l'opérationnalité des propositions est tout à fait essentielle. Enfin, donc, dernière phase, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir, sur la diffusion des propositions qui commencera donc à partir de juin 2022 en réel et sur le centre de ressources collaboratives. Voilà pour ce calendrier et donc Paris, région en alternance. Alors, vous avez répondu à toutes les questions, et donc il y en a une dernière pour Jérôme, c'est d'où viendra l'argent? Eh bien, l'argent, il vient de différents lieux, évidemment, tout ça ne peut pas se faire. On peut arrêter le partage d'écran? Pardon? Non, parce que c'est ça. Non, il y a une petite slide pour présenter ça en disant, je ne sais pas si tu vois. Voilà, on a 5 types de contributeurs finalement au budget. J'en ai parlé tout à l'heure, les partenaires institutionnels, nationaux, européens, territoriaux, des organisations indépendantes, des fondations qui sont évidemment qui se consacrent déjà à ces sujets. Tout ça se fera dans le respect de la charte fondatrice du Grand Défi. Enfin, il y a les contributions d'entreprises que l'on appelle les marraines du Grand Défi et qui, elles aussi, pourront apporter leur soutien. Évidemment, tout ça est expliqué de façon très précise sur le nouveau site internet du Grand Défi. On lancera, je dirais, dès maintenant sur Helloasso, puis on fera aussi, à partir de la rentrée, un crowdfunding dédié aux citoyens et aux entreprises qui veulent soutenir cette grande démarche participative. Et puis, que ce soit les entreprises, les territoires, les institutionnels, ils peuvent aussi nous aider en apportant leur soutien opérationnel, on va dire, que ce soit dans l'industrie, du mécénat de compétences, de mise à disposition de lieux, etc. etc. Et cette, voilà ce que j'allais dire. Et ce qui est important peut-être, c'est de dire que cette contribution, elle est ouverte dès aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour finalement, si vous avez envie de soutenir, de rentrer dans cette démarche ouverte. Voilà. Je vais même ajouter, elle est ouverte dès aujourd'hui et elle est absolument essentielle, puisqu'on vous l'a dit tout à l'heure, la grande communauté, pour l'instant, ce sont essentiellement des bénévoles. Mais pour mettre en œuvre un tirage au sort, on n'a pas tous les détails, mais vous retrouvez tout ça sur le site. Mais par exemple, le coût du tirage au sort, c'est 10% du budget total de la convention, parce que ça coûte très cher un tirage au sort pour que ça soit fait très sérieusement. Il faut, pour créer une plateforme, il faut de l'argent pour mettre en œuvre un certain nombre de choses, pour accueillir les 150, etc., etc. Donc tout ça exige des moyens. Et pour préparer ce grand défi, ça exige aussi beaucoup de moyens. Et donc bien sûr que le soutien le soutien financier, matériel qu'on pourra recevoir maintenant est une clé pour la réussite du processus. Au-delà de tout ce qu'on vient de vous décrire, c'est tout à fait indispensable pour qu'on puisse tenir nos engagements et notre calendrier. Alors, et je réponds juste à une question de Delphine Lalu. Existe-t-il un montant minimal? Oui, vous verrez tout ça. Il y a 3 catégories de marraines. Et en fonction de la taille de l'entreprise, on a jugé ça plus juste. Que ce soit une toute petite entreprise, une entreprise moyenne, une grande entreprise,
eh bien, les montants minimaux pour contribuer ne sont pas les mêmes. Et tout ça, vous le retrouvez dans le guide de financement et sur le site du Grand Défi. Voilà. Les particuliers, évidemment, qu'il n'y a pas de montant minimum. Absolument. Bon, merci de cette précision importante. Donc, beaucoup de réactions suite à tout ce que vous avez dit les uns les unes et les autres. Des propositions de partenariat, donc j'espère très bien. qu'il y a des gens qui ont récupéré des listes de noms parce qu'il y a plein de propositions de nature très différentes avec des organismes très institutionnels et d'autres qui le sont beaucoup moins. Le tirage au sort suscite des questions. Quel collège, quel principe? Je rajoute une question, c'est si une entreprise dit non, comment ça se passe? On a bien vu lors de la Convention citoyenne que c'était une question importante, avec, je crois, le père du Premier ministre de l'époque qui avait été sélectionné, enfin, tiré au sort. Ouais, il y avait aussi le Danny Cohn-Bendit qui avait été sélectionné. L'idée, c'est que avec l'organisation avec laquelle on travaille, qui a une grande expérience, on va dire, dans ce domaine-là, eh bien, nous allons tirer sur une base d'entreprises de l'INSEE et on va ensuite choisir, pas choisir, mais appeler, convaincre 150 entreprises avec tous ces critères qui représentent la diversité des territoires, des entreprises sur le territoire français, 150 entreprises qui seront pour nous, qui exprimeront la diversité du tissu économique français. Et puis à l'intérieur de ces entreprises, eh bien, on demandera qu'elles choisissent, mais selon des critères très stricts aussi, pour pas qu'il y ait une influence possible, à la fois sur les 150, 60 dirigeants, 60 salariés et 30 investisseurs, actionnaires. Donc, tout ça se fait dans un processus extrêmement établi qui sera aussi placé sous le contrôle du comité éthique et scientifique qui sur ce sujet notamment, aura un rôle prépondérant. Sachant que pour pouvoir tirer au sort 150 entreprises, il faut le savoir, c'est plusieurs dizaines de milliers de noms d'entreprises qui doivent être présélectionnés. Donc, c'est un processus, c'est pour ça que c'est si coûteux, c'est un processus extrêmement long, extrêmement rigoureux, qui doit être amorcé en réalité, qui doit commencer très prochainement. Comme je l'ai dit tantôt, je voudrais répondre à plusieurs questions qui reviennent régulièrement. La première, c'est comment est-ce qu'on peut participer? Alors, la question est posée à différents titres, et donc je vous renvoie pour ça, puisqu'on n'aura pas le temps de répondre à tout le monde, sur notre site internet www.legranddéfi.org, où on détaille justement tout ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut participer à différents niveaux, puis comment nous contacter, bien sûr. Même chose d'ailleurs pour le financement. Comment est-ce qu'on peut faire? Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site. Autre chose importante pour toutes les questions auxquelles on n'aura pas le temps de répondre, c'est que désormais, nous aurons un live comme celui-ci toutes les semaines, ce qui fait qu'on pourra continuer à échanger avec vous. Si vous avez une question, on pourra vous tenir informé évidemment de l'évolution du Grand Défi, vous partager avec vous nos nouvelles et par ailleurs surtout répondre à votre question. Donc un live hebdomadaire d'une demi-heure à peu près. Et pour ça, je vous invite à regarder notre page LinkedIn qui vous tiendra au courant. On peut s'abonner aussi à notre newsletter en allant sur le site et vous verrez, c'est une newsletter assez riche d'informations. Donc par tout ça, vous aurez beaucoup de réponses, beaucoup d'informations qu'on n'a pas eu le temps aujourd'hui, évidemment, d'échanger avec vous. Autre question sur la taille des entreprises, toujours sur le tirage au sort. Est-ce que les petits artisans, les artisans, par exemple, seront aussi concernés? Oui, absolument. C'est toutes les entreprises. Oui, absolument, c'est bien toutes les entreprises. Évidemment, on ne serait pas exactement représentatif du tissu économique français s'il n'y aurait que des indépendants, parce que c'est l'immense majorité des entreprises françaises. Donc, il y aura des critères pour pour refléter la diversité, mais les petites entreprises seront évidemment représentées et figureront parmi les 150. Est-ce que des cabinets de conseil en région peuvent être aussi associés à ces... Alors, ils peuvent, on s'appuiera probablement sur des compétences. On a choisi que les partenaires stratégiques soient, que les entreprises conseils, les entreprises privées ne puissent pas être partenaires stratégiques du Grand Défi pour des raisons que vous comprendrez, je crois, aisément. Mais en tout cas, en plus, certaines entreprises de conseil pourront évidemment faire partie des 150. Et puis j'ajoute que le centre de ressources va être un endroit de convergence justement de tous les acteurs. Il n'y a pas que les acteurs publics, évidemment, donc de tous les acteurs
faire converger les offres de services, les financements, les programmes, les conseils, les données scientifiques, tout ça doit converger vers ce centre de ressources, et donc y compris ces sociétés de conseil aussi. Donc, il y a une injonction que je vous lis. Ne vous institutionnalisez pas trop au travers des associations et fédérations d'entreprises qui ne représentent que leurs adhérents. Attention aux représentants permanents, l'évitation par rapport au sujet de terrain. Et faites une place aux ETI et aux PME qui font rarement partie du C3D ou de l'ORS. Alors, je voudrais juste préciser là-dessus, c'est qu'on vous a montré les partenaires validés. Ouais. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on est en discussion avec plein d'autres partenaires dont on est nous-mêmes, auprès desquels on est intervenant. Et donc, et ce sont beaucoup d'associations de PME et de TI. Lionel Fournier, qui parlait tout à l'heure, il représente une association où il y a essentiellement des ETE et des ETI et des PME. Germe, qui fait partie de nos partenaires, ça représente essentiellement des PME et ETI. Donc, bien sûr qu'on a en tête ça, c'est tout à fait central, c'est essentiel. De ne pas représenter que certaines grandes entreprises, surtout qu'elles sont en nombre effectivement minoritaire en France. Donc, nous avons ça en tête et bien sûr dans nos partenariats aussi. Voilà. Et alors peut-être, je vois qu'il est 10h02, Jean-Marc. Est-ce qu'on conclut du coup? Alors, on avait un petit film à montrer, on pourrait peut-être le faire maintenant, comme tu veux. Très court, ouais, le film. Voilà. Mais c'est important. Laura, merci beaucoup, Laura. Le climat est un défi immense qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs, qu'il s'agisse d'acteurs privés, d'acteurs publics ou de l'ensemble des citoyens. Et une chose qu'on oublie souvent, c'est que les salariés, les collaborateurs de nos entreprises fourmillent d'idées pour lutter contre le réchauffement climatique, et s'intéresser à eux, à leurs solutions, me paraît absolument crucial. C'est pour ça que, en tant que présidente de l'ORS, nous soutenons cette nouvelle initiative qui s'appelle le grand défi des entreprises pour la planète. Je soutiens le grand défi car je crois qu'il peut répondre aux attentes de la jeunesse en proposant des solutions pour que les entreprises fassent vraiment face à l'urgence climatique. Le grand défi est une bonne idée parce que notre seule possibilité face à l'urgence climatique et au recul de la biodiversité est de mobiliser l'intelligence collective de tous les acteurs et de mettre leurs idées en réseau. Chez Time for the Planet, on soutient évidemment le grand défi puisque c'est une initiative citoyenne, collective, qui utilise l'entreprise pour lutter contre le dérèglement climatique. Et ça tombe bien parce que c'est exactement nos fondamentaux. Je soutiens le grand défi parce que concilier les modèles d'affaires avec les limites planétaires représente la seule issue pour envisager un futur désirable. Je soutiens le grand défi parce que l'urgence de l'adaptation est là. Nous allons tous devoir collectivement agir, chacun à notre échelle. Et pour ça, il faut créer ce cerveau collectif pour essayer de mettre en œuvre chaque étape qui nous permettra de construire notre résilience territoriale. Je soutiens le grand défi et en fait, je soutiens l'essai, la volonté d'un certain nombre d'entreprises de chercher à se conformer aux limites planétaires, chose qui n'est pas facile, mais qui est absolument nécessaire. Et bravo pour ce type d'initiative. Merci. Je soutiens le grand défi parce que l'heure n'est plus à la prise de conscience, mais à l'action impactante, forte et radicale des entreprises. Je soutiens le grand défi parce qu'il n'y a pas de solution aux enjeux de la planète sans l'implication absolue des entreprises. Elles maîtrisent les technologies, elles ont souvent les ressources financières, elles savent mettre en marché les solutions et donc elles sont le relais essentiel de la volonté de la société pour aboutir à un monde plus durable demain. Donc bravo, merci, continuez. Moi, ce qui m'a frappé pendant cette heure que nous venons de passer ensemble dans les réactions des uns et des autres, c'est la très grande diversité à la fois des interrogations, mais aussi des lieux dont on parle, des lieux géographiques, mais aussi des structures. On sent et voilà, il y a des gens qui interviennent de très grandes structures, d'autres beaucoup plus locales, avec une implication à chaque fois très forte, mais très très grande diversité. Et je pense que ça peut être une formidable source de richesse. Jérôme, Virginie, à vous le mot de la fin. Virginie, tu veux commencer? Comme tu veux. Le mot de la fin, c'est un grand merci à tous, déjà, d'être venus nous écouter. Merci à toute notre communauté.
Et je suis très sensible à ce que vous venez de dire, Jean-Marc, parce que cette richesse et cette diversité, c'est ce qui… c'est dans la pluralité qu'on trouve les solutions. La richesse, la diversité ont toujours été la solution, historiquement, et pas que pour le climat. Donc, je suis vraiment ravie que ça se ressente. Et notre envie n'a jamais été, quand on a lancé cette initiative, j'insiste, on ne veut pas se substituer, une fois j'insiste, hein, on ne se substitue à personne. Toutes les initiatives qui existent, elles sont importantes. L'idée, c'est de mettre à disposition un processus qui permette d'amplifier toute cette action et de faire converger l'intérêt général avec toutes ces contraintes, tous ces intérêts particuliers, mais cette nécessité de convergence en respectant la pluralité et la diversité est tout à fait essentielle. Et donc c'est ça le cœur du grand défi aussi, c'est cette diversité et créer de la convergence dans ce qui était pour l'instant fragmenté. Bah, je rebondirai sur ce que tu dis, Virginie, en disant merci à tous d'être là. Merci beaucoup, Jean-Marc, d'avoir pris le temps d'animer avec brio et compétence ce premier live. On a besoin de votre support à tous, de nouveaux partenaires pour enrichir la démarche, pour avoir plus d'idées. Donc évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre, à venir vous enthousiasmer pour ce grand sujet avec nous. Et puis, voilà, vous rappelez qu'il y a un site, rappelez surtout qu'on aura des lives hebdomadaires et un grand live thématique de temps en temps, peut-être tous les mois ou un peu plus. Voilà, l'aventure ne fait finalement que commencer. Elle s'ouvre presque aujourd'hui. Et n'oublions pas, c'est un marathon qu'on va conduire, puisqu'il durera au moins jusqu'à juillet prochain. Donc, c'est que le début. Donc, merci à tous. Juillet 2022, tu veux dire. Tout à fait. Prochain. Voilà, Jean-Marc, la conclusion à toi, peut-être. Ouais, non. Ma conclusion, elle est simple, c'est au revoir, merci à tous, bonne journée et à très bientôt. Et merci aux intervenants, bien sûr, d'avoir été là. Au revoir.